Sud Radio, on décrypte le monde. Bonjour Jean-Cédric Hansen. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes médecin, vice-président du Global Health Security Alliance, l'Alliance pour la santé et la sécurité globale. Vous êtes médecin spécialiste en médecine de catastrophe. L'Europe, toujours foyer de l'épidémie mondiale, plutôt à nouveau foyer de l'épidémie mondiale. C'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'épicentre, l'Europe. Est-ce que ça signifie que les autres continents en ce moment sont plutôt épargnés ? Alors, pas complètement, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épidémie tourne autour de la Terre avec un déplacement à peu près de 4 mois entre chaque continent et d'est en ouest. Et donc, si on regarde les courbes, on s'aperçoit que le pic épidémique se déplace tous les 4 mois. En gros, alors il n'a pas la même intensité parce qu'il n'y a pas les mêmes populations, pas les mêmes densités de population, pas la même façon de circuler, mais globalement, Europe, États-Unis, Extrême-Orient, un petit peu l'Océanie, mais c'est pas grand-chose, Extrême-Orient, et puis on repart Moyen-Orient, et puis de nouveau Donc Europe. le virus fait le tour du monde sans jamais s'arrêter. Ça suit les saisons, ça fonctionne comment ? Non, alors je ne sais pas s'il y a un lien avec les saisons, c'est une très bonne question, mais en tout cas, ça a l'air de se décaler un peu, mais c'est toujours à peu près la même période et il suit tous les 4 mois. Donc, alors vous savez, rien n'est jamais aussi carré et tranché que ce qu'on décrit, mais en gros, c'est une périodicité de 4 mois. Donc, on le voit, il est 4 mois chez nous, et puis après, le temps qu'il fasse le tour, pendant 8 mois, on est à peu près tranquille, et puis hop, il revient vers nous. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Quels sont les pays qui sont les plus débordés en ce moment face au coronavirus, notamment qui ont les systèmes hospitaliers les plus débordés ? Alors, ça va dépendre si on regarde les cas extrêmement graves qui sont responsables de mortalité ou si on regarde les cas qui sont moyennement graves, enfin en tout cas qui vont nécessiter une hospitalisation, mais qui ne mettent pas, encore une fois statistiquement ou majoritairement, les gens en danger de mort. Si on regarde ceux qui vont en réanimation quand il y en a, mais en tout cas avec une très forte mortalité, on est sur plutôt les pays en Europe, qui sont les pays de l'ancienne Europe de l'Est. Je fais très simple, mais c'est-à-dire que ce sont des pays où il y a un taux de vaccination qui est relativement et globalement plus faible que dans la partie occidentale de l'Europe. Et dans cette partie orientale de l'Europe, il y a des taux de mortalité beaucoup plus élevés. Si on regarde le taux de contamination, là, on est plutôt sur la partie occidentale de l'Europe où les taux de contamination sont plus élevés aujourd'hui, mais en même temps, on a moins de personnes malades. Et il faut voir qu'on détecte essentiellement aujourd'hui les gens qui sont malades. Les asymptomatiques passent plus majoritairement sous le radar. Donc, voilà, on a une Comment on explique qu'on l'attrape davantage en Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est, alors qu'on n'est plus vacciné ? Alors, c'est une question de densité de population, de mode de vie. Parce que le virus, lui, finalement, pour qu'il puisse fonctionner, il doit passer d'une personne à une autre. Et alors après, il y a des explications sociologiques qui valent ce qu'elles valent, c'est-à-dire qu'en Europe de l'Est, on est très respectueux des consignes, alors qu'en Europe de l'Ouest, on est plutôt dans une logique de transgression pour s'affirmer socialement. Donc, il y a eu des relâchements. Et il faut imaginer que finalement, toutes les mesures qu'on prend, c'est pour avoir un ciré. Alors, imaginons le virus comme un nuage de brouillard. Si on a un ciré, on sera au sec. Mais si on reste des heures et des heures dans ce brouillard, on finira par être humide quand même. C'est ça. Et donc, toutes les mesures, la vaccination, c'est une sorte de ciré. Donc, si on s'enferme dans un lieu où on va festoyer, d'ailleurs, ça a été montré, les lieux où il y a une densité importante, où on a plutôt tendance à manger, à baisser le masque, eh bien, ce sont des lieux où le taux, même si on est vacciné, le taux de contamination. Ce qui change aussi, c'est qu'on n'a pas de vague
Oui. On a une montée en puissance, si vous voulez, des contaminations, mais c'est plus une vague comme on a connu au tout début. Et ça, c'est aussi la vaccination qui diminue la contamination interhumaine. C'est l'information qui fait peur en ce moment. Oui. Jean-Cédric Hansen, oui. Un nouveau variant est apparu, le variant Omicron, baptisé Omicron, en Afrique du Sud. Un certain nombre de pays, dont la France, ont mis un terme aux liaisons aériennes avec l'Afrique du Sud et les pays voisins d'Afrique australe. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose alors qu'un cas a été déjà détecté en Belgique, ce qui signifie qu'il est probablement déjà arrivé en France aussi? Voilà, alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que diminuer le nombre de personnes susceptibles à l'insu de leur plein gré, en quelque sorte, pour faire une vieille paraphrase, qui véhiculerait ce variant, qui est un variant préoccupant aujourd'hui, dont on sait qu'il a des caractéristiques qui le rendent effectivement particulièrement, potentiellement plus dangereux que le Delta, qui a remplacé tout. Oui, le Delta, c'est 99%. Le Delta en France, c'est 99% effectivement, ce qui n'est pas le cas en Afrique du Sud, où est apparu le nouveau variant Omicron. Donc du coup, ça sert à quelque chose ou pas de couper les liaisons? Oui, ça diminue la charge initiale. C'est-à-dire qu'il y a une question écologique. Si vous avez un virus qui occupe 100% du territoire, s'il y a un nouvel entrant qui a des caractéristiques plus fortes, s'il est faible, s'il y en a peu, si on le stoppe tout de suite, on laissera le dominant en place. Si par contre on lui amène un prédateur qui en grande quantité, il va perdre. Parce que ça rappelle, et ce sera ma dernière question, ce qu'avait fait l'Italie en 2020, au tout début de l'épidémie. L'Italie a été le premier pays d'Europe à mettre un terme à ses liaisons aériennes avec la Chine, d'où était partie l'épidémie de coronavirus, et pourtant l'Italie sera le pays le plus endeuillé par la première vague. Ça n'avait servi à rien. Alors, c'est parce qu'on a une vision très étroite des choses. Ils avaient pris une bonne mesure, mais en même temps, ils avaient fait quelque chose de particulièrement vulnérabilisant pour eux. Ils avaient laissé plus de 1000 supporters de foot venir mémoire à Grenoble. Mais c'est peut-être pas Grenoble. Non, c'était à Lyon. C'était à Lyon, un match de Coupe d'Europe. Voilà, et ils étaient venus faire un match. Et donc, ils sont restés dans le stade. Mais c'est pas tellement au moment du stade où ils se sont contaminés, mais c'est au moment où ils sont allés en ville après. Et surtout dans les bus où ils étaient pendant 4-6 heures enfermés. Et il y avait eu un autre match de Coupe d'Europe d'ailleurs qui avait eu lieu et c'était dans la ville de Bergame en Lombardie, ville martyre de la première vague du coronavirus en Italie du Nord. Merci beaucoup Jean-Cédric Hansen, médecin, vice-président du Global Health Security Alliance, pardonnez mon accent, et spécialiste de médecine de catastrophe. On continuera à suivre cette épidémie de coronavirus qui continue malheureusement pour nous tous à faire le tour du monde et du coup à repasser par moments par la France, comme c'est le cas en ce moment. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques minutes, nous prenons des nouvelles des pêcheurs français et de leur bras de fer avec les autorités britanniques. À tout de suite sur Sud Radio, ce sera après les informations.